Aujourd'hui, dans le foot, les coachs sont littéralement noyés sous les données. Mais la vraie question, c'est comment on passe de cette montagne de chiffres à la bonne décision, celle qui peut vraiment faire basculer un match. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Comment transformer la data en victoire sur le terrain. Tout part de cette phrase. Elle est essentielle. Imaginez, un coach peut avoir toutes les stats possibles, les passes réussies, les kilomètres parcourus, tout. Mais si ces infos ne mènent pas à une décision concrète, comme changer un joueur ou adapter une tactique, eh bien tout ça, ce n'est que du bruit de fond, inutile. En fait, il y a deux mondes face aux données. D'un côté, on a la consommation passive. On lit un rapport, on hoche la tête, ah oui, intéressant, et puis on continue de coacher à l'instinct. Et de l'autre côté, il y a l'utilisation active. Là, chaque chiffre devient le début d'une question. Pourquoi ce chiffre est bas? Quelle action, quel exercice à l'entraînement peut l'améliorer? C'est vraiment là que tout se joue. Et pour construire ce fameux pont entre les chiffres et le terrain, pas besoin d'un logiciel ultra sophistiqué. Non, ce qu'il faut, c'est un processus. On appelle ça la boucle de décision. C'est un cycle tout simple qu'on peut répéter et qui transforme les nombres en actions concrètes. C'est cette méthode, bien plus que n'importe quelle stat, qui va créer de la valeur. Alors, comment ça marche ce cycle? C'est en 5 étapes. 1. On mesure, juste après le match. 2. On interprète les données pour trouver une tendance, un truc qui cloche. 3. On décide. Et ça, c'est le point le plus important. On choisit une seule chose à améliorer. Pas 10, une seule. 4. On exécute en créant un exercice d'entraînement bien spécifique. Et enfin, 5. On mesure à nouveau la semaine d'après pour voir si ça a marché. Au final, peu importe l'outil, ce qui compte vraiment, c'est la discipline de suivre cette boucle, semaine après semaine. Bon, à cette théorie, voyons comment cette boucle fonctionne dans la vraie vie. On va analyser ensemble 3 scénarios très concrets qui sont basés sur les données de plus de 800 matchs professionnels. Premier cas de figure. On a un coach qui donne des consignes tactiques très élaborées. Mais sur le terrain, l'équipe a l'air complètement perdue. En clair, on a un CCL élevé, c'est-à-dire un niveau de complexité des consignes qui est très haut, mais en face, le CIR, le taux d'application de ces consignes, lui, il s'effondre. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Le CCL, qui mesure à quel point les instructions sont complexes, est à 0,8. C'est énorme. En face, le CIR, qui regarde si les joueurs appliquent bien ça en match, il tombe à 88%. Le diagnostic est super clair, les joueurs sont surchargés d'infos et n'arrivent tout simplement plus à suivre. Et là, la solution est complètement contre-intuitive. L'instinct nous pousserait à en rajouter, à corriger encore plus, mais les données, elles, disent de faire l'inverse. Il faut simplifier. La décision, c'est de retirer les 2 consignes les moins importantes. Comme ça, le message redevient clair. Le but, ce n'est pas de tout contrôler, mais de faire remonter ce taux d'exécution vers 97% en donnant moins d'ordres, mais des ordres beaucoup plus percutants. Allez, deuxième cas pratique. Ici, le problème, c'est la forme de l'équipe. Elle est trop lâche, trop étirée sur le terrain. Et du coup, elle a un mal fou à retrouver sa structure, par exemple après avoir perdu le ballon. Alors, qu'est-ce que nous disent les chiffres? Le HD, qui mesure la largeur moyenne de l'équipe, est à 25 mètres. C'est bien au-dessus de la moyenne, qui est de 20,3 mètres. L'équipe est étirée. Et la conséquence directe de ça, c'est que l'AR, qui mesure la vitesse pour se réorganiser, est négatif. Pour le dire simplement, quand le bloc est trop large, il met beaucoup trop de temps à se reformer et ça laisse des boulevards à l'adversaire. Là, la boucle de décision nous oriente très clairement vers un travail sur la discipline de positionnement. Il faut donc créer des exercices où les joueurs sont forcés de retrouver leur place très vite. Et le petit détail qui change tout, il faut faire ces exercices à la fin de la séance, quand la fatigue commence à s'installer. C'est là que la rigueur doit payer. En resserrant la forme de l'équipe, elle va naturellement s'adapter bien plus vite. Ok, troisième et dernier exemple. Imaginez une équipe qui bosse énormément les coups de pied arrêtés à l'entraînement, mais en match, rien ne se passe. Les combinaisons ne marchent jamais. La donnée clé, c'est le SPTR, le taux de transfert. Ça mesure tout simplement si ce qui est travaillé à l'entraînement se voit en match. Et avec un score de 0,44, on est en dessous du seuil d'efficacité qui est de 0,5. La conclusion est simple, le plan ne fonctionne pas. Et là encore, comme dans le premier cas, la solution va à l'encontre de l'instinct. On ne va pas rajouter de complexité pour essayer de corriger le tir. On fait tout le contraire. La décision est radicale. On jette la combinaison à la poubelle et on repart d'une feuille blanche. On construit un mouvement tout simple, entre 2 joueurs, avec un signal non verbal, un regard par exemple. La simplicité, mais répéter et encore répéter. C'est ça la clé. Mais attendez, et si, malgré une tactique simple et bien travaillée, ça ne marche toujours pas le jour du match? Alors là, le problème n'est peut-être pas la tactique elle-même, il est peut-être structurel. Il faut regarder comment la semaine d'entraînement est organisée. Et c'est là qu'un autre facteur entre en jeu, le TPA. Le TPA, ou Time to Peak Arrival,
C'est une question de timing. C'est le moment où un joueur atteint son pic de forme physique. Si ce pic arrive le jeudi alors que le match est le samedi, le joueur sera déjà fatigué le jour J. Il va donc exécuter une version dégradée de la tactique, non pas parce que la tactique est mauvaise, mais parce que le timing de sa préparation physique l'est. Et ce point est absolument fondamental. Si le pic de forme est mal géré, on peut changer la tactique dans tous les sens, ça ne changera rien. La solution n'est pas tactique, elle est structurelle. Il faut revoir toute l'organisation de la semaine, mettre les séances les plus dures en début de semaine et ensuite baisser la charge progressivement pour que les joueurs arrivent avec un maximum de fraîcheur le jour du match. Tout ça, ça nous amène à une question de fond. Finalement, à quoi servent vraiment les données? Eh bien, ce n'est peut-être pas ce qu'on pense. Prenons un exemple, il est parfait pour illustrer ça. Un coach peut se dire « Mon pressing ne marche plus parce que les joueurs n'ont plus envie ». C'est son hypothèse. Mais les données, elles, vont peut-être montrer que le pressing s'effondre très précisément entre la 65e et la 80e minute. Donc le problème, ce n'est pas la motivation, c'est la fatigue. Les données ne donnent pas la solution, mais elles corrigent le diagnostic. Et voilà, on touche au cœur du sujet. La vraie valeur des données, ce n'est pas de nous donner des réponses toutes faites. C'est de combler ce fossé entre ce que notre instinct nous dit et ce que la réalité du terrain nous montre. Les données sont avant tout un correcteur d'hypothèses. On va se quitter là-dessus avec une question à méditer qui s'applique à n'importe quelle équipe. Quelle est la croyance, l'hypothèse la plus forte en place que les données pourraient venir complètement bousculer? Trouver la réponse à cette question, c'est peut-être là que commence vraiment le coaching de demain. Merci de nous avoir suivis.